a été posée. On ne peut pas dire que toutes les questions ont été posées. Il y en a d'autres. En 3 heures, on ne peut pas faire le tour du monde. Mais pour les 3 heures qui ont été hier accordées, l'essentiel des questions ont été soulevées. L'essentiel des questions, on commence, on aborde le fond de ces différentes questions. On retiendra de cette conférence de presse en tout cas pour la plupart des Congolais et la plupart d'entre nous, que le président a pratiquement dit qu'il est prêt à briguer un 3e mandat. Est-ce que vous avez eu cette perception-là dans ses réponses? Le président a mis une condition. Il n'a pas dit qu'il était prêt à briguer un 3e mandat ou qu'il voulait briguer un 3e mandat. Il a dit, au cas où notre peuple me le demandait, je ne répondrai pas par la négative. Je répondrai positivement. Donc, il y a une condition et je trouve cette insistance sur le 3e mandat aussi délicate que celle à laquelle nous avons eu affaire sous le mandat de son prédécesseur, Joseph Kabila. Cette question revenait tout le temps. Je trouvais cela assez indécent. Son prédécesseur à l'époque avait dit « Je respecterai la Constitution ». Je ne pense pas qu'il dise autre chose. Il veut qu'on puisse analyser la Constitution, voir dans quelle mesure elle peut être revisitée. Moi, je suis d'accord avec ça. C'est le point de vue que j'ai toujours défendu. On parlera de la révision de la Constitution, mais quand vous l'entendez tenir ce propos, alors que vous êtes au Parlement, j'avais oublié de dire que vous êtes député également au niveau du Parlement, et qu'on a vu qu'il y a une proposition de loi autour du référendum qui a été déposée, qui a été jugée, je crois, déclarée recevable, et que est-ce qu'il n'y a pas une machine qui est mise en branle pour justement aboutir au changement de la Constitution, puis à faire en sorte que le président puisse briguer un 3e mandat, parce que lui-même l'a dit, je ne ferai rien sans qu'on ait recours au peuple, donc au référendum. Je ne vois pas très bien la raison pour laquelle on établit un lien entre le projet de loi référendaire introduit par l'éminent professeur Ngandakoy, Ngandakoy, et le 3e mandat ou la révision de la Constitution. Nous avons une Constitution qui est en vigueur. Il n'est pas encore révisée, ni changée. Ça a été révisé en 2011, hein? Oui, elle a été révisée en 2011, mais maintenant, c'est pas le cas. Dans cette Constitution, il est prévu le recours au référendum lorsque arrive la nécessité de revisiter ce texte, dans le sens d'une révision. Et une constitution ne s'applique pas dans le droit positif directement. Entre l'élaboration d'un texte constitutionnel et la mise en œuvre des principes qu'elle édicte, il y a toujours des textes légaux. Il y a une loi qui est chargée de prendre des dispositions exécutoires des principes contenus dans la Constitution. Et là, on n'avait pas cette loi. Un référendum qui est prévu dans la Constitution et qu'un législateur propose un projet de loi référendaire. Le référendum, ce n'est pas seulement pour la révision d'une Constitution ou le changement d'une Constitution. Le référendum, ça peut être pour la binationalité. Ce n'est pas interdit qu'on puisse consulter le peuple si, compte tenu des problèmes que nous connaissons avec un pays voisin comme le Rwanda, il faut accorder la binationalité. Beaucoup craignent que les Rwandais n'en profitent pour nous infiltrer davantage. Et poser la question au peuple pour cela, ce n'est pas un problème. En Suisse, on fait des référendums même pour construire un pont. Ah ouais, ils en ont les moyens. Nous, on arrive. C'est pas un problème le problème de moyens est à part. Nous parlons ici des principes. Est-ce qu'il nous est interdit de légiférer pour appliquer les dispositions qui existent dans une constitution qui est en vigueur? Qui nous interdit cela? Personne nous interdit, mais on risque de refaire. Donc il n'y a pas de lien. Non, ça c'est de la divination que vous faites. Vous pensez que, et comme le président l'a dit hier, il n'y a que Dieu qui peut savoir ce qui viendra demain ou après-demain. Donc parlons des choses réelles. La réalité c'est quoi? Nous avons une constitution. La réalité c'est quoi? C'est que cette constitution prévoit un référendum chaque fois qu'on veut la revisiter.
La réalité, c'est quoi? C'est qu'un député national a introduit un projet de texte pour donner au gouvernement ou aux institutions politiques la possibilité, lorsque le moment viendra, ça peut être maintenant, ça peut être demain, ça peut être dans une autre législature, nous serons peut-être déjà morts à ce moment-là, pour que notre peuple puisse mettre en application la disposition qui existe dans la Constitution. Tout le reste, ce sont des suppositions. Peut-être qu'on voudra faire ceci, peut-être que dans la Constitution, on veut rétablir la peine de mort, peut-être, finalement, on n'en finira jamais. Bah oui, parce que là, on est en plein politique. Certains estiment que le temps est suspect. Je crois qu'il y a une expression, je sais pas en latin, qui disent, Félix Tshisekedi est à son 2e mandat. On aurait pu faire ça avant, mais le faire à 1 année et demie de la fin de son mandat, comprenez que certains puissent dire, écoutez, les masques tombent. Ceux qui ont toujours dit que Tshisekedi veut un 3e mandat, aujourd'hui se disent, mais non, on avait raison. Donc, on est en droit de combattre le pouvoir de Tshisekedi qui donne ici l'impression de vouloir s'éterniser au pouvoir, si je peux me répéter. Nous sommes dans le domaine des états d'âme, madame. Quelqu'un pense comme cela. Un autre dit, c'est tout à fait normal. Moi, je dis, c'est tout à fait normal qu'on puisse se donner un texte qui exécute une disposition qui existe dans la Constitution. Et qui a raison, lui ou moi? La réalité, c'est qu'il y a un texte qui existe et qui a besoin d'une loi d'application. C'est tout. Est-ce que tout le reste, c'est des suppositions. Est-ce que ça vous dérangerait qu'il y ait un référendum pour demander un 3e mandat à Tshisekedi? Je ne jugerai d'un référendum que lorsque le texte qui va venir au référendum est proposé. Ce texte, il est discuté. Il est élaboré peut-être par un groupe, on a parlé d'experts. Il est proposé aux chambres parlementaires et il est proposé au corps électoral. Mais pour l'instant, à ce que je sache, il n'y a pas de texte. Il y a des idées qui circulent. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, rien que une respiration normale d'un système démocratique. On veut bien cette respiration, mais vous êtes un homme politique aguerri. Oui. Vous avez été là avec Kabila, vous avez vu comment est-ce que des soupçons planaient autour de Kabila par rapport à ce... Ils ne se sont pas avérés. Ok, ils se sont pas avérés. Je voudrais qu'on évite les mêmes erreurs. Ok. Il ne faut pas soupçonner quelqu'un uniquement parce qu'il est au pouvoir. Des pires intentions. Mais là, on a dépassé l'étape de soupçon. Vous n'avez pas l'impression, quand le chef de l'État dit, si le peuple me demande... Mais où est le problème? Donc, si aujourd'hui, voilà, d'où ma question, si aujourd'hui, on soumet au référendum un 3e mandat pour Félix Tshisekedi, vous allez travailler pour? Mais qu'est-ce qu'il y a de plus démocratique qu'un chef d'État qui dit « je m'abstiens de faire ou de dire, de prendre une position quelconque eu égard à cette situation, si le peuple ne le demande pas. » Qu'est-ce qui est plus souverain? Qu'est-ce qui est plus légitime que le recours au peuple dans un régime démocratique? Qu'est-ce qu'on veut finalement? C'est appliquer les états d'âme d'une opposition qui ne souhaite pas justement cette formule-là d'un 3e mandat, ou se référer à la volonté de celui que et la majorité et l'opposition considèrent comme le souverain primaire, le peuple. Depuis quand le peuple, on peut discuter de la volonté du peuple? Nous sommes tous là par la volonté du peuple. Et l'opposition et la majorité. Certains ont trouvé peut-être la réponse du président indécente au regard de la situation actuelle du pays. Ils sont allés jusqu'à dire que il ne veut pas en finir avec la guerre, parce que à l'état actuel des choses, on peut même pas parler d'un référendum alors que le pays n'est même pas encore unifié. Mais qui a organisé le référendum? Parler. On n'a pas organisé, mais ne serait-ce qu'en parler. Mais ne serait-ce que faire allusion à ça. Le président répond à des questions qui sont soulevées par ses compatriotes. Vous avez dit que l'opposition a soulevé ces questions. Les membres de l'opposition sont bien des Congolais, comme vous, comme moi, comme le président. Lorsqu'il soulève des questions et que le président y répond, quel mal y a-t-il à cela? Le président n'est pas sorti cette histoire-là d'une tasse de café. C'est sorti d'un débat qui a lieu dans l'opinion, parmi ses compatriotes. Il en est qui croient qu'il faut qu'il donne un point de vue sur cette question de la révision ou du changement de la Constitution. Alors, il répond à cette question qui est soulevée
dans le débat public. Est-ce que là, le président, avec cette réponse, ne vient pas, en tout cas pour certains, il vient de légitimer, lui il parle de l'agression, on va revenir sur ça, il vient de légitimer cette opposition armée qui sévit dans la partie est du pays, parce qu'il est en train de dire, écoutez, il y a pas, Tshisekedi vient installer une dictature avec ses réponses autour de la Constitution, ça y est. Il est en train de planifier, de rester ad vitam aeternam au pouvoir, donc d'où nous avions raison de prendre les armes. En tout cas, je parle des AFC M23, hein, je parle de ceux-là qui ont... Je crois qu'ils ont pris les armes avant que monsieur Félix Tshisekedi n'arrive au pouvoir. Comment ça? Souvenez-vous, le M23 a été vaincu en 2013. Ça fait combien d'années avant que monsieur Tshisekedi n'arrive au pouvoir? Il est arrivé au pouvoir en 2019. Vous savez, vous croyez qu'ils ont été vaincus sans avoir existé? Ils ont existé. Ils ont attaqué ce pays. On les a combattus. Et on les a défaits en 2013. On parlera de cette défaite. Maintenant, c'est une deuxième étape de leur existence. Alors, ne dites pas que c'est Tshisekedi qui a créé ou qui a permis la création d'une réalité. Est-ce que ça ne légitime pas leur discours? Mais comment ça? Est-ce que vous connaissez, vous, un dirigeant congolais qui a fait autant que Félix Tshisekedi contre cette agression rwandaise? Kabila n'a pas fait autant? Vraiment? Et où est-il maintenant? Non, mais où est-il maintenant? Mais où est-il maintenant? C'est ça qui provoque, moi, ma désolation. Je ne comprends pas. On va parler le Kabila qui nous disait que l'ennemi principal de ce pays, c'est le régime rwandais post-génocide. Et le Kabila aujourd'hui qui se met sous la protection du régime rwandais post-génocide, dont le chef vient de le dénoncer lui-même comme le responsable de l'AFC M23, tout cela a de quoi nous donner le tournis. Excusez du peu. Mais le président Tshisekedi, depuis qu'il est là, il a lui-même expliqué hier qu'il a tenté de normaliser nos relations avec le Rwanda. Puis se rendant compte que c'était une tâche impossible avec la boulimie du président Paul Kagame, il a commencé à indexer le mal là où il se trouvait. Et il a aujourd'hui exposé le président Kagame à un point tel que il y a des sanctions qui tombent sur l'armée rwandaise en tant que telle, des sanctions qui tombent sur les dirigeants de l'AFC M23, y compris notre ancien président, le président Joseph Kabila, grâce justement à cet acharnement du président Tshisekedi à dénoncer le Rwanda comme auteur d'une agression militaire caractérisée contre notre pays, qui a fini par convaincre les plus hésitants comme les États-Unis. On va revenir sur les sanctions contre le président honoraire, l'ex-président Joseph Kabila, mais on reste autour de la révision de la Constitution. La dernière fois que j'étais ici, dans vos bureaux, on a justement essayé de parler de cette révision sur base d'un de vos ouvrages intitulé la décentralisation piégée par les atavismes, voilà, de la corruption. On parlait de ça, et hier, en entendant le chef de l'État, pas nécessairement parler de référendum, mais parler de débat autour du changement de la Constitution, vous vous dites, ça y est, j'ai été entendu, j'ai été écouté, et quels sont les points qui, selon vous, peuvent toucher ou peuvent être pris en compte dans le cadre d'une révision de la Constitution, au-delà d'un troisième mandat? Il y a beaucoup de points, le président en a cité quelques-uns. Moi, j'en ai répertorié quelques autres en ce qui concerne la décentralisation, en ce qui concerne le fonctionnement des administrations provinciales. J'ai parlé du phénomène de mise sous coupe réglée de nos provinces. Vous avez constaté qu'en dehors de quelques-unes qui se comptent sur les doigts d'une seule main, nos 26 provinces sont pratiquement en faillite, totalement, et ne vivent que de ces rétrocessions que le gouvernement central peut accorder ou ne pas accorder de temps en temps. Deuxièmement, même dans la répartition des responsabilités au niveau des provinces, les élections des gouverneurs, la mise en place des bureaux d'assemblée, etc., il se passe des phénomènes de corruption qui donnent parfois le vertige à un homme normalement constitué, qui ne peuvent pas continuer si nous voulons qu'un jour notre pays puisse tutoyer l'émergence et le développement. C'est des choses qu'on ne peut pas tolérer. Le président en avait parlé au début de son premier mandat, je crois.
Et c'est ce qui m'a poussé à écrire ce fascicule auquel vous faites allusion. Je pense qu'il est important qu'on change de mode de désignation à la tête des exécutifs. Ce serait une régression, quoi. Ça serait une régression. Ce n'est pas une régression, Bah à mon point de vue. Parce que là, l'idée, c'est de rapprocher les institutions à la base, revenir encore dans les nominations, c'est concentrer le pouvoir à un seul homme. Ce n'est pas un Une problème. concentration, c'est le retour du grand chef, du grand timonier. Excusez-moi, madame, ce n'est pas un problème de proclamation de principe. C'est un problème de mettre en place un système qui nous permette effectivement de construire ou reconstruire le développement de nos populations. Ces principes que vous rappelez ici, à bon escient d'ailleurs, nous les avons déclamés depuis 2006, que cette constitution existe. Mais la réalité est tout autre. Ça a montré ses Après limites. 20 ans, nous sommes obligés de constater que ces principes ont montré leurs limites et qu'il faut en mettre en place d'autres. Donc, Il faut maintenant donner priorité au contrôle. Il faut donner priorité à la qualité même du personnel qu'on va placer à la tête des exécutifs provinciaux. Il faut faire en sorte que on décommunautarise la gestion des exécutifs provinciaux. Il suffit de comparer la perception par l'opinion publique de ces anciens gouverneurs sous la Deuxième République qui étaient désignés parmi ceux qu'on appelait des grands commis de l'État dans les provinces dont ils n'étaient pas originaires, et l'appréciation qu'ont les populations aujourd'hui vis-à-vis des gouverneurs désignés parmi les membres des communautés autochtones de ces provinces, pour se rendre compte qu'il n'y a pas match. Il y avait du bon chez Mobutu. Lorsque vous prenez des gens comme Kondevila Kikanda au Nord Kivu, qui se font élire même sénateurs, députés après, sous la Troisième République. Vous prenez quelqu'un comme mon vieux Mukamba Kadia Tanzemba, qui était gouverneur de l'Équateur, qui s'est fait élire sénateur à l'Équateur à cause du bon souvenir qu'il a laissé aux populations de l'Équateur. Vous comprenez que, je pense que... On peut parler de Koyagialo Katanga, la décommunautarisation des directions des exécutifs provinciaux est quelque chose d'essentiel, et cela ne peut se faire que en revisitant la Constitution. C'est un exemple parmi d'autres. Vous parlez des choses, allez, j'allais le dire, très sensées, très réfléchies. Est-ce que c'est possible de réfléchir, de mettre tout le monde autour de la table pour réfléchir justement sur ces questions? Comment on peut faire justement pour mettre tout le monde autour de la table, réfléchir sur ces questions sensées, sans pour autant qu'il y ait de soupçons, que tel risque de... Comment on peut arriver à ça, mettre tout le monde, opposition, majorité, pour réfléchir justement pour comment on avance, comment on évalue ce qui a été mis en place, comment est-ce qu'on essaie d'avancer. On arrive à faire ça comment? Il faut que les membres de la classe politique guérissent de cette maladie ce que je peux appeler la soupçonnite. On soupçonne tout. Nous avons des institutions qui sont en place. S'ils s'appellent l'opposition, c'est qu'ils reconnaissent qu'il y a une majorité. Et donc, je pense que c'est à la majorité à prendre l'initiative. Et la première institution, c'est le président de la République. Et je ne pense pas que le président ait dit, ni hier, ni avant, qu'il refusait d'organiser un dialogue. Il a même posé la question hier. Si je convoquais ce dialogue, est-ce que vous êtes sûr que ça va arrêter la guerre? Si je convoquais ce dialogue ici à Kinshasa, vous êtes sûr que mon prédécesseur viendrait? Donc, il a posé des questions qui sont très intelligentes. Il n'a qu'à mettre en place les mécanismes qu'il faut. Il n'a qu'à sécuriser son prédécesseur. Mais qui a dit qu'il refusait de sécuriser quelqu'un? Lui-même, il doit éviter les soupçons. On parle tous de... Lui-même, il soupçonne déjà. Non, il est dans des présomptions. C'est un peu ça aussi. Vous ne doutez quand même pas qu'il y a des gens qui font la guerre à ce pays, auxquels ils appartiennent, et qui sont aujourd'hui à Goma et Bukavu. Vous le savez vous-même, c'est pas un soupçon. C'est 10 000 personnes qui sont mortes à Goma. C'est du sang congolais, c'est de la chair humaine. Ce sont des Congolais qui sont en train de pourrir à 6 pieds sous terre. Ce n'est pas des soupçons. Donc si le président dit que ces gens-là qui continuent à prendre des armes contre leur pays ne peuvent pas être éligibles à une négociation qui vient résoudre les problèmes qui sont en train d'aider Kagame à poser à ce pays, vous n'allez pas dire qu'il soupçonne.
Sinon, est-ce que nous soupçonnons simplement qu'on ait tué des gens à Goma? Est-ce qu'on Ou est... à Bukavu? Maintenant même, on est en train de se battre dans les hauts plateaux. C'est un soupçon? C'est une réalité. Mais il est là avec eux. Il leur apporte son appui. Il a été déclaré leur chef par Kagame, qui est le grand initiateur de cette guerre qui nous est faite. Alors, on est sorti déjà des soupçons. Ce sont des réalités. Des réalités, on revient encore avec les provinces, parce qu'avant d'entamer la partie des sanctions de Kabila, on parlait, vous êtes de Sankoro. Il a été question aussi de Sankoro tout au long de cette conférence de presse avec Lusambo. Il y a eu quand même une question assez pertinente de mon confrère Innocent Lenga, un message qu'il a lu de la population de Lusambo. C'est si triste comme ça là-bas, Lusambo, Lodja, tout le Sankoro, il n'y a rien carrément. Le chef-lieu de notre province est installé à Lusambo. Nous avons un sérieux problème. Le président lui-même a déploré qu'il n'a pas pu se rendre dans le chef-lieu de la province, même pendant la campagne électorale lorsqu'il est venu. Il est même venu 2 fois là-bas et il n'a pas pu se rendre à Lusambo. Il a fait Lodja, où il y avait quand même un aéroport national qu'on est en train de travailler maintenant pour mieux l'équiper, mais il n'a pas pu aller à Lusambo, faute justement d'infrastructures. Il n'y avait aucune possibilité de faire atterrir un convoi à un aéroport, des avions qui allaient amener le président et toute sa suite là-bas. Et on a vraiment un sérieux retard en ce qui concerne le développement de la province en général et qui se reflète à travers l'état totalement délabré du chef-lieu de la province. Ça fait 8 ans. Et quand on a 8 ans que le chef de l'État est là, 8 ans que vous vous sentez abandonné. Tu sais que tu ne s'est vraiment pas occupé de Lusambo. Ce qui nous ramène à la qualité de ceux qui se font désigner par les assemblées provinciales corrompus comme gouverneurs et qui n'ont pour objectif que de s'enrichir et de permettre aux députés provinciaux de retrouver ce qu'ils considèrent comme leur investissement. Le problème, c'est pas le chef de l'État. Le problème, c'est pas le chef de l'État, c'est pas les différents chefs des gouvernements, parce qu'il y a eu aucun programme là-bas dans le Sankoro. Excusez-moi. Est-ce qu'il y a pas une responsabilité? En a parlé hier. Oui. Il a dit, je ne suis pas le président de telle province ou de telle autre. Moi, je suis le président de la République, en parlant de Kinshasa. Et il a dit qu'à la tête des provinces, il y avait des assemblées provinciales et des exécutifs provinciaux. C'est à eux que vous devez poser des questions sur les retards constatés. Pourquoi est-ce que certaines provinces s'en sortent? J'ai parlé de 4 ou 5, et d'autres ne s'en sortent pas. Il en va de la qualité de ceux qui gouvernent. C'est le cas dans le Sankoro. La qualité du personnel à la tête de l'exécutif pose problème, et pas seulement au Sankoro. Un peu partout. Mais puisqu'on est dans le Sankoro, il vient avoir une énième élection dans le Sankoro. Il y a ceux qui partent et ils reviennent, on ne sait plus qui est parti, qui est revenu, tellement ça change. Qu'est-ce qu'il y a à la base de ça? La corruption. Pourquoi il n'y a pas la stabilité? La corruption a atteint des niveaux tels que c'est ce qui m'a amené même à commettre ce fascicule pour attirer l'attention et de l'Assemblée nationale et du chef de l'État sur la nécessité d'initier une réforme qui doit appeler justement la révision de la Constitution pour cet aspect-là de la gouvernance territoriale de la République démocratique. Est-ce que c'était le cas lors des dernières élections, la corruption dans le Sankoro? Depuis que le Sankoro est démembré, je peux vous dire que rares sont les élections qui se sont passées sans que la corruption ne vienne tout perturber. Mais vous savez que le président a même attaqué l'élection des sénateurs à Kinshasa lors de la législature passée, où on a vu son parti, qui avait une majorité de députés, manquer de sénateurs. Mais nous ne pouvons pas minimiser, banaliser ce phénomène de la corruption dans ce pays. C'est ce qui explique que 60 ans après l'indépendance, nous en soyons là où nous sommes, en train de quémander partout ce qu'il nous faut pour vivre ou manger, alors que nous avons d'importantes ressources, que nous avons de vastes terres fertiles. C'est les dysfonctionnements dus notamment à la corruption qui nous amènent à cela.
On revient Il faut le encore. dire. Donc, on a fait une petite incursion au niveau de Sankoro, mais ça a été abordé également lors de la conférence de presse du président de la République. On reparle, il a été question de ces accords, l'accord entre la RDC et les États-Unis. Est-ce que vous êtes senti rassuré par les réponses du président, notamment par rapport aux fonds, par rapport aux minerais, par rapport aux migrants, rapidement? Est-ce qu'il il vous a convaincu, vous? Le Congo s'est trouvé dans la position d'un noyé. Vous qui êtes, vous êtes plutôt anticapitaliste, si je ne me trompe pas. Est-ce que cette façon de faire, là, vous l'approuvez? Je ne suis pas anticapitaliste, je suis social-démocrate. Un lumumbiste est un social-démocrate. Donc nous ne crachons pas sur le capital. Nous disons simplement qu'il faut que le capital profite au plus grand nombre de nos compatriotes, c'est tout. Nous ne sommes pas des bolcheviques ou quoi qui disons non. Non, un libéral. Voilà. Donc je pense que la question qui a été soulevée concernant l'accord avec les États-Unis, dont nous avons donné au Parlement l'autorisation de ratification il n'y a pas longtemps, je disais que le Congo est semblable à se noyer. Quelqu'un qui tombe dans une mare d'eau, qui ne sait pas nager, et qui voit la première main se tendre vers lui. Je ne pense pas qu'il ait la latitude de pouvoir examiner la sainteté ou, je sais pas, la couleur de cette main qui se tend vers lui. Il saisit la main pour sortir d'abord du gouffre dans lequel il est tombé. Pour une fois depuis la longue histoire que nous avons eue dans ce choc entre nos populations, notre pays et les superpuissances, vous savez, l'Occident, l'Est, etc., les États-Unis ont été convaincus, ou donnent l'impression d'être convaincus que le sort qui nous est fait par ceux qui manipulent la boulimie de notre voisin, le Rwanda, mérite quand même qu'on y jette un coup d'œil. Pourquoi voulez-vous que nous puissions faire la fine bouche face à cette disposition des États-Unis d'Amérique, qui est la première puissance économique, la première puissance militaire, stratégique, mondiale? Pourquoi ferions-nous la fine bouche à contracter avec cette puissance pour nous permettre de mettre fin, une bonne fois pour toutes, à ces incessantes agressions que le Rwanda n'a cessé de multiplier sur notre pays depuis 1996. 30 ans. C'est quand même beaucoup. Est-ce qu'avec ce partenariat, on peut voir le bout du tunnel par rapport à cette guerre, vous pensez? C'est la raison pour laquelle le président s'y est engagé. Donc on essaye, parce que vous savez bien qui soutenait l'agression rwandaise depuis 96. C'était qui? Ça vient du même pays, des États-Unis. C'est une administration américaine. C'est le Les président démocrates, Bill Clinton oui, qui soutenait. Je vais vous faire une confidence. Me trouvant un jour en tête-à-tête avec le président honoraire Joseph Kabila, dans mes fonctions de ministre de la communication de son gouvernement, lors du premier mandat du président Trump, il suivait une émission de CNN. Trump faisait une déclaration et nous commentions cette déclaration et il m'a fait cette observation. Et quand je me souviens de cela, j'ai encore plus de confusion dans ma tête à voir la trajectoire qu'il a prise. Il m'a dit, mais comment expliquer que nous qui sommes des lumumbistes, puisque c'est défini comme ça, nous sommes des lumumbistes, nous sommes des sociodémocrates, et qui devrions nous sentir plus proches des démocrates américains, nous avons toujours des problèmes quand ils sont au pouvoir. Et c'est quand ces gens, et ils pointent pour Trump qui était en train de passer à l'écran, quand ces gens, donc les républicains, sont au pouvoir, on a l'impression que nous dormons un peu plus tranquilles. C'est quelque chose que je ne comprends pas. Et la discussion a continué comme ça. Mais voir aujourd'hui le président honoraire sanctionné par ceux dont il félicitait la mansuétude vis-à-vis de la République démocratique du Congo, ça me rend complètement...
Ça me plonge dans une sorte de vertige. Ce qui m'amène à vous poser cette question. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir été rôlé? Mais c'est ce que je vous ai dit la fois passée. Vous avez été rôlé par... Floué, roulé. Parce que le message politique essentiel que moi je recevais du président honoraire, c'était que l'ennemi du Congo, nous sommes pendant la première agression du M23, l'ennemi du Congo est à Kigali, c'est le régime rwandais du président Paul Kagame. Alors, quand vous prenez ce message et que vous le juxtaposez au comportement affiché par le président honoraire maintenant, de dire que les revendications rwandaises, les revendications de l'AFCM 23, qui est une créature du Rwanda, sont légitimes, on se perd en conjecture. Est-ce que les Congolais ont été rôlés, floués pendant 18 ans? Est-ce que Kabila joue un double jeu? Je ne saurais le dire, mais je ne lis pas, je ne parviens pas à lire et à interpréter objectivement la trajectoire qui l'amène à définir à son gouvernement le Rwanda comme l'ennemi principal, le Rwanda de Kagame, c'est pas tout le Rwanda de Kagame comme l'ennemi principal, et à s'aligner aujourd'hui derrière le Rwanda de Kagame. C'est ce qu'on dit, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Est-ce que c'est pas ça? Est-ce qu'il n'y a rien de plus important que soi en politique? Moi, j'ai appris, excusez-moi, j'ai une expérience politique peut-être un peu plus longue que celle du président honoraire, mais je sais qu'en politique, qu'il y a quelque chose de plus important que moi. Je sais qu'il y a quelque chose qui est plus important que le président honoraire. Quelque chose qui est plus important que le président Tshisekedi. C'est le Congo et le peuple congolais. Alors, quand on commence à croire que l'axiome, l'ennemi de mon ennemi est mon ami, même si cet ennemi de mon ennemi s'en prend au Congo et au peuple congolais, alors là, nous sommes dans une autre dimension. Mais certains risquent de rester un peu perplexes parce qu'avant de rejoindre Kabila, dans son gouvernement, vous étiez dans le RCD. Est-ce que vous aviez eu à l'époque Kabila? Vous combattez, vous, quand vous étiez dans le RCD? Parce qu'avant qu'il y ait réunification, Kabila était là, on dit c'était le père, celui qui a unifié. Est-ce qu'à l'époque, ce Kabila-là, vous combattez vraiment? Parce que le RCD, c'est Rouberois, c'est Nyarugabo, c'est Onusumba, c'est vous. Il faut faire la distinction. Oui. Il y a deux Kabila. Carrément. Il y a deux Kabila. Le père et le fils. Ouais. Donc, vous parlez là de l'époque. Le RCD 97. L'époque où je suis allé à Goma, c'est à l'époque du père. Le fils, personne ne le connaissait. C'est à l'époque du père, j'ai eu un ennui qui allait me coûter la vie avec mon ami Gaëtan Kakouji. Et c'est pour ça que je suis parti. Mais c'est toujours Kabila le père qui m'a fait revenir dans la République. En 2001? En 2000? Non, non, non. En 99? En 1999. Non, je crois oui, non, non. 2000. Je suis venu ici 4 mois avant son assassinat. Donc, c'est le même Kabila avec lequel je me suis réconcilié, le père. Je n'avais pas de relation avec le fils. Le fils, pendant que... Il a été tué, et après le fils est venu, et j'ai mis 1 an pour trouver un contact avec le fils. Alors, donc, il faut savoir de quoi vous parlez. Voilà, mais après, quand il y a eu ce contact-là, quand vous étiez dans le gouvernement, vous avez dit, est-ce que vous avez eu l'impression, on a parlé tout à l'heure du fait qu'on avait, entre guillemets, gagné oui. Le M23. Est-ce qu'aujourd'hui, au regard de ce qui se passe, est-ce qu'on peut dire qu'on avait effectivement défait le M23? Il avait été défait. Est-ce qu'on peut le dire actuellement? Mais bien sûr. Quand on voit que Kabila s'allie avec... Il avait déposé les armes, il avait quitté le Congo, il était allé soit à Kisoro du côté de l'Ouganda, soit au Rwanda. Ça, c'est ce qu'on appelle une défaite. Maintenant, on l'a reconstitué, on l'a recyclé et on l'a renvoyé au Congo. Donc, en 2013, ça a été une défaite. Au regard de cette trajectoire de Kabila que vous êtes en train de dire, est-ce qu'on peut se poser la question de savoir, est-ce que c'est Kabila qui a reconstitué, recomposé le M23? On nous l'a dit, nous avions du mal à croire cela, surtout nous, qui l'avions entendu matin, midi et soir nous dire que l'ennemi principal était à Kigali. Et moi, je me disais que peut-être qu'on exagérait. Maintenant, on est forcé de croire ceux qui, comme le président Tshisekedi, nous disaient que c'était lui
le parrain de l'AFCM 23, surtout après avoir entendu ce que lui-même disait de l'AFCM 23 et après avoir entendu ce que le président Kagame lui-même a déclaré lors de sa dernière interview. C'est tout à fait clair. On revient sur ces sanctions. Vous-même, vous aviez été sanctionné, je crois, en 2017. Par la Belgique. Pas par la Belgique, pas par les États-Unis. On va essayer de voir comment est-ce que, ouais, on va parler de ça en tout cas à la Belgique. Il y a eu le gel des avoirs. À l'époque, vous aviez dit, vous avez qualifié ces sanctions d'agression. Est-ce que vous pensez que Kabila aujourd'hui peut qualifier ces sanctions d'agression? Bah, il peut les qualifier comme il le veut. Vous savez, le droit de la défense permet beaucoup. Je peux avoir tué quelqu'un et aller devant le juge, dire que je n'ai pas tué. Il n'en demeure pas moins que j'ai tué. C'était le cas avec vous? Parce que vous contestiez à l'époque. Mais pourquoi les Belges m'ont retiré si je n'avais pas raison de contester? Ils m'ont retiré de ces sanctions. Aucune explication n'a été donnée. Au contraire, j'avais rencontré le premier ministre de l'époque, monsieur, le fils de Louis Michel, qui s'appelle Michel aussi. Je connais plus son prénom. Et qui m'a pratiquement présenté des excuses. Je l'ai rencontré à Zaventem, à l'aéroport, il revenait d'un voyage officiel, il m'a vu au salon d'honneur, puis il m'a présenté des excuses. C'est vrai que c'est différent, mais là, ce sont les États-Unis qui ont sanctionné l'ancien président, mais c'était également les gels des avoirs. Comment ça se passe quand une personne est sanctionnée comme ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est du sérieux, hein? Ce n'est pas aussi léger qu'on le croit souvent. Parce que c'est une mort administrative au plan international, et pas que. Parce que même au plan local ici, lors de l'époque des sanctions, je n'avais pas le droit d'avoir un compte dans une banque, même congolaise. Encore que, bon, il n'y a pas de banque congolaise, ouais, mais il y en avait à l'époque. Dès lors que cette banque avait des correspondances dans un pays européen, elle craignait que le fait de m'ouvrir ces livres n'entraîne des sanctions contre elle. Résultat, on m'a prié gentiment, on m'a dit on va pas geler vos avoirs, mais veuillez s'il vous plaît envoyer quelqu'un, nous allons vous donner tout ce que vous avez en cash et payez-vous, je sais pas, un coffre-fort ou quoi, vous le gardez chez vous. Et c'est ce que vous aviez fait. L'autre résultat c'est quoi? J'étais ministre. J'avais toute une administration sous moi. Et donc, dans mon ministère, il y avait la bancarisation que le premier ministre Matata avait généralisée. Du huissier jusqu'à mon directeur de cabinet, tout le monde avait un compte. On les payait à la banque. Mais moi, chaque fin du mois, c'est le comptable qui venait avec mon salaire comme disait les clients. Donc, vous voyez, tout ça, c'était quand même un problème assez sérieux. Interdiction de voyager, gel des avoirs. Bon, moi, je voyageais vers les États-Unis. Je n'allais plus en Europe, mais j'allais au Canada, j'allais aux États-Unis, j'allais au Brésil. Ça impacte vos proches, en fait. Moi, j'avais des proches en Belgique que je ne savais pas visiter. Et donc, il y a quelque chose d'assez nuisible. Ouais. Est-ce que vous pensez que ces sanctions peuvent faire revenir à la raison, Joseph Kabila? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Les sanctions sont faites pour cela. Les sanctions sont faites pour cela. Qu'elles soient au niveau pénal. Hein, lorsqu'on condamne quelqu'un, il y a une fonction pédagogique dans la sanction. Vous en avez appris beaucoup de vos sanctions, apparemment. Non, je parle là comme quelqu'un qui a fait la criminologie. Ok. La sanction a une fonction pédagogique. Qui a été aussi sanctionné quand même. Oui, la sanction a une fonction pédagogique. La sanction vous permet de faire un examen de conscience. Cet examen de conscience peut aboutir à l'idée que on n'a pas mérité la sanction. C'était mon cas. Moi, je suis sorti avec l'idée que je ne méritais pas cette sanction. Et finalement, même les Belges sont arrivés à cette conclusion, puisque M. Michel m'a dit, oui, on sait, vous êtes un peu grande gueule, mais vous n'êtes pas un voleur, tout ça, on va pas vous continuer à vous embêter avec ça. Ça m'est allé droit au cœur. J'ai dit, c'était le point de vue qui était le mien. Moi, je défendais ma grande gueule, c'est pour défendre mon pays. Vous pouvez pas me sanctionner pour cela. Il y a aucun mal à défendre son pays. Donc, mais ça peut aussi amener une prise de conscience. Tous ces gens qui meurent à Goma, ces gens qui meurent à Bukavu, ces gens qui meurent dans les hauts plateaux, le président honoraire Kabila n'a rien dit dans toutes les communications qu'il a faites. Il n'a fait que défendre le point de vue de l'AFCM 23, le point de vue des Rwandais et tout ça.
Ça m'a vraiment blessé profondément. Et je le dis avec le respect que je lui dois. Ça m'a profondément blessé. Donc, ça vous a, on peut s'attendre, qu'est-ce que vous attendez concrètement de Kabila? Qu'il revienne à la raison. En quoi faisant? Mais, écoutez, en arrêtant de soutenir cette agression que le Rwanda est en train de développer chez nous. Certains disent qu'il n'a plus rien à perdre. Il a été condamné à mort dans son pays. Il vient d'être sanctionné par les Américains. On est en train de traquer ça et là certains membres de sa famille. Donc, un disque, mais tiens, il n'a plus rien à perdre. Il risque de continuer cette guerre. Il n'aura pas été le premier à être condamné à mort et qu'il revienne à la vie institutionnelle. Rien n'est perdu. Il y a à Lubumbashi un général qui commande la 22e région militaire, Edi Kapend, qui était le plus proche collaborateur militaire de Mzee Kabila, qui a été condamné à mort dans ce pays. Aujourd'hui, il représente un espoir important comme commandant militaire de cet espace katangais qui est extrêmement fragile aujourd'hui. La République lui a fait confiance pour défendre la République, son intégrité territoriale. Donc ce n'est pas parce qu'on est condamné à mort dans un pays où on n'applique pas la peine de mort que c'est la fin du monde. On n'applique pas. Oui, ce n'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde, mais pour quelqu'un à qui on reproche tant. On reproche, vous avez parlé des 10 000 morts. Mais on a reproché à Kapend d'avoir tué un chef d'État. Mais ça, c'est avéré. C'est beaucoup, c'est immense, c'est énorme. C'est énorme. Vous pensez qu'il peut s'en sortir? Mais tout dépend de son comportement. Il faut qu'il arrête de soutenir cette agression rwandaise contre son pays. Et les choses vont évoluer. Le Rwanda, il dit, par rapport à cette agression, c'est un problème congolo-congolais. Tout le monde sait que c'est faux. Sinon, les Américains qui ont de bonnes informations mais en mettant et qui ne sont pas sous la coupe du Congo n'auraient pas sanctionné l'armée rwandaise. Mais en sanctionnant Kabila aujourd'hui, est-ce que vous n'acquiescez pas à cette thèse de ceux qui disaient que non, le Rwanda n'y est pour rien, c'est un conflit entre Congolais? Parce qu'aujourd'hui, entre guillemets, le chef de 1-23 est connu. Mais madame, qui vous a dit que lorsque nous disons que c'est le Rwanda qui nous agresse, nous exonérons les renégats congolais qui collaborent à cette agression du Rwanda? Le Rwanda nous agresse. Il y a des militaires rwandais dans l'agression, mais il y a aussi des renégats congolais qui s'appellent AFC M23. Et depuis que le Rwanda lui-même a reconnu que le président honoraire est le dirigeant de ces renégats AFC M23, excusez-moi, mais on peut comprendre que les Américains qui voudraient que la stabilité revienne pour que le business puisse remarcher, dans notre intérêt et dans le leur, puissent sanctionner quiconque se trouve impliqué dans cette agression rwandaise, y compris le président honoraire. Y compris le président honoraire, on va très bientôt, d'ailleurs, c'est là. Je vous laisse terminer cette émission en regardant la caméra et en posant une seule question au président honoraire. Quelle serait la question, si vous le voyez, vous le rencontrez un jour, quelle est la question que vous poserez à Joseph Kabila? Je dirais au président honoraire Joseph Kabila que toutes les batailles que nous avons pu mener sous son leadership étaient tournées vers la stabilisation de notre pays qui a tant souffert des agressions et des prédations qui ont été initiées à partir de Kigali au Rwanda. Aujourd'hui, nous sommes en pleine conjecture pour comprendre l'attitude qu'il a choisi d'adopter librement, de se ranger derrière cet agresseur qu'il a toujours défini comme l'agresseur. Comment ne peut-il pas trouver en lui-même des ressources spirituelles pour changer de cap et revenir à la raison qui consiste à laisser le Congo aux Congolais, dire aux Rwandais de coopérer avec la République démocratique du Congo sur des bases plus acceptables, plus conformes au droit international et faire en sorte que l'honneur soit sauf. La condamnation ne peut pas servir de raison à ce qu'on continue à s'enfoncer
au fond du gouffre. Il faut revenir à la raison. Il faut remettre le Congo dans ses droits. Et le dernier mot sera de dire au président honoraire qu'il y a quelque chose de plus important que nous-mêmes comme individus. Nous-mêmes, avec les rêves légitimes que nous portons chacun entre nous, c'est l'existence du Congo dans son intégrité et les intérêts supérieurs du peuple congolais. Voilà ce que je peux dire. Voilà, c'est sur cette interpellation avec un fond d'un questionnement, une question que nous terminons cette émission. Je remercie Lambert Mende pour sa disponibilité. On a décrypté ensemble là les 3 heures de cette conférence de presse tenue le mercredi par le président de la République. On a également parlé des sanctions infligées par les États-Unis à l'ancien président congolais Joseph Kabila. On se dit au revoir, à très très bientôt. On continue. Vous nous suivez sur BOAN Télévision chaque jeudi à 20h30, mais également sur nos plateformes, notamment notre chaîne YouTube, Élysée Odia TV. N'hésitez pas à vous abonner massivement. On se dit au revoir, à très très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission. Dites-nous la vérité.